Et salut à tous, salut YouTube et bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui on fait une vidéo un petit peu différente qui est à l'origine de ma chaîne. Donc l'origine c'était le tir et ça faisait longtemps que j'avais envie de reprendre le TLD, tir longue distance pour ceux qui ne connaissent pas, hein, qui me suivent également. Et donc j'ai choisi d'acquérir une nouvelle carabine. Alors ça fait des années que j'avais envie d'une carabine, mais bon, pas n'importe laquelle. J'ai démarré le tir longue distance, pour ceux qui suivent ma chaîne, à l'époque avec une Mossberg MVP LC surmontée d'une lunette Hawk. J'étais pas très satisfait de la lunette, donc et en plus en tirant uniquement à 100 mètres, on s'ennuie rapidement. Donc j'ai décidé cette fois-ci de reprendre en ayant d'autres points de tir et avec une carabine qui me fait envie depuis des mois. C'est la Tikka T3X TAC A1. Voilà. Donc cette carabine, elle était en promo. J'ai profité de la promo. Alors pourquoi? Parce qu'elle est en version tan, c'est-à-dire brown, couleur marron, on va dire ça comme ça, qui d'ordinaire coûte 200 € de plus que la version black. Là je l'ai payé moi 2800 € au lieu de 3050 ou 3100 € selon les armuriers, grâce à cette promo. Voilà. Donc du coup j'en ai profité, j'ai sauté sur l'occasion. Alors on la trouve sur plusieurs désignations faites par des armuriers. Alors c'est bizarre parce que les longueurs de canon varient du tout au tout. Alors cette Tikka existe en deux versions. Vous avez la version 20 pouces avec le canon qui fait donc 51 cm et la version 24 pouces avec le canon qui fait 61 cm. Donc 61 cm marqué sur le carton, parce que vous verrez 58 cm, vous verrez 62 cm, c'est pas 62, c'est pas 58, c'est 61 pour cette version là. Alors moi, pourquoi j'ai pris le canon de 61? Parce que pour le tir longue distance, beaucoup disent le canon long est plus précis. Oui et non. Alors c'est vrai, le canon long est plus précis que le canon court. Maintenant chez Tikka, le canon long c'est pas forcément un gage de précision, puisque tous les canons sont fabriqués, sauf erreur de ma part, par Sako. Donc ce sont des canons d'une qualité exceptionnelle, on va dire. Par contre, ce qui est important dans un canon long, c'est que vous augmentez le taux de compression à l'intérieur du tube. Et avec ce taux de compression qui augmente, votre balle, au moment où elle sort du canon, va se maintenir plus à l'horizontale avant de chuter, que dans un canon court, elle va chuter un peu plus vite. Voilà, donc c'est le fait pour lequel j'ai pris un canon de 61 cm. Vous verrez chez certains fabricants qu'on peut avoir jusqu'à des canons de 71 cm. Voilà, notamment pour ceux qui ont des disciplines pour du tir de très grande distance. Pour certains, notamment les Américains, ici je ne sais pas si on a ça sur place, qui tirent entre 2 et 3 km de distance. Donc là ils ont des canons vraiment d'une longueur exceptionnelle. Donc ce qu'on va faire, on va faire l'unboxing de cette carabine. Alors je l'ai déjà moi déballé, et puis au moment de sortir les vidéos, j'ai été obligé de tout mettre à la poubelle parce que les vidéos étaient complètement ratées. Voilà. Donc du coup, les plastiques ont été levés, la boîte a été ouverte, mais bon, j'ai tout remis en place pour qu'on puisse voir le contenu du pack. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a, à l'intérieur du pack, il y a plus de matériel que ce qu'il y a sur les précisé sur les sites en ce qui concerne le contenu des boîtes. Alors dans un unboxing, c'est quand même important parce que par exemple, si vous achetez une version qui n'a pas le frein de bouche, pardon. Un frein de bouche, c'est Tikka, ça vaut quand même dans les 150 €, donc autant qu'il soit inclus dans le pack au moment où vous achetez la carabine. Voilà, parce que vous trouvez, par exemple, sur un site de vente en ligne dont je tairai le nom et qui ressemble au Bon Coin, vous trouvez un tas d'annonces, mais épluchez bien les annonces avant d'acheter, parce que lorsque les prix sont bas, c'est que souvent, il y a quelque chose qui ne colle pas. Voilà. Allez, on est parti et on jette un œil à tout ça. Hop là. Alors, je vais orienter la caméra vers le bas pour que vous y voyez mieux. Alors,
On commence par la sempiternelle notice. Voilà. Hop, qu'on met de côté. Alors, nous avons fourni dans le pack quelques outils. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que par exemple, ce genre d'outils, chez Tika, c'est pas du made in Shintok. Alors, même si ça vient de Chine, c'est du chinois de bonne qualité. Donc, on a ici une clé Allen. Donc, quelle partie des vis elle dévie, je n'en sais rien. Il faut vérifier selon les vis. Bon, il y a 3 clés Allen en fait. Une comme ça. 2 clés Allen classiques. Ici, on a des vis donc, qui semblent être des vis de rechange. Les sachets de vis avec 1, 2, 3, 4 vis longues, 2 vis moyennes et 2 vis un peu plus courtes. Voilà. Donc ça doit être au démontage, puisque si vous démontez l'ensemble du corps de la carabine, vous pouvez perdre des vis ou les endommager. Donc voilà. On a cet outil. Alors cet outil, par exemple, excusez-moi, qui n'est pas fourni avec toutes les carabines. Alors à quoi ça sert? Ça sert à démonter la culasse. Voilà. Donc, je termine avec les pièces. Et on a ici un anneau de grenadière sur un montage M-Lock. Donc je vous ferai voir une fois la carabine sortie. Donc on a 2 vis M-Lock et l'anneau de grenadière. Voilà. On lève le sachet. Alors on a ici bouge pas. On a ici donc la culasse avec cet outil donc qui est sans fichier ici, il semblerait. Donc il faut quand même vérifier sur la notice, ouais c'est bien ça. Donc il vient se mettre ici, hein, comme beaucoup de culasses, en principe ça se démonte tous de la même manière. On tourne, on sort, on va sortir le percuteur, hop là, et on doit pouvoir démonter ici la poignée. Alors le nettoyage de la culasse, c'est pas la peine de le faire à tous les coups, enfin moi je le fais jamais à tous les coups, hein. La culasse se salit relativement doucement, quoi, hein. Donc c'est pas la peine de... Moi je suis pas partisan du démontage systématique d'une arme, tout simplement parce que le démontage peut entraîner de la casse ou user des pièces prématurément, là où ça n'est pas utile. Voilà. Je dirais que si vous démontez, vous nettoyez votre culasse toutes les 600 ou 700 cartouches, à mon avis, c'est amplement suffisant. C'est pas la peine de la nettoyer si vous avez tiré 50 balles au stand. Moi, c'est en moyenne ce que je tire dans une demi-journée de tir sur du tir de précision. Quand vous avez tiré 50 balles, ça, vous avez bien tiré, on va dire, voilà. Hein, sinon, ça veut dire que vous les tirez à l'arrache, vous ne prenez pas le temps de viser. Donc, c'est pour ça que c'est pas utile de la nettoyer systématiquement. Par contre, la huiler, oui, ça c'est important. Après, on a ici des cales de plaques de couche. Voilà, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 4 avec des plaques... des plaques biseautées pour donner une légère inclinaison. Bon, c'est le genre d'accessoire que perso j'utilise jamais. Ça dépend de la morphologie de chacun, hein, donc voilà. Ici, nous avons le fameux frein de bouche. Oh, c'est gras. Voilà. Donc, qui est quand même un sacré morceau. Hop, voilà. Qui viennent donc se visser sur le canon via un pas de vis 5/8/24 que vous serrez ici et sûrement que vous bloquez là avec cette deuxième vis.
C'est pas super esthétique cette vis là, si elle se trouve au-dessus, de la carabine, c'est pas super tip-top. Il faut que je vois vraiment la fonction de cette vis, si c'est vraiment utile de l'utiliser. Ou si simplement le serrage ici suffit. Donc dans le pack de vis qu'on vous fournit là, vous avez une vis de rechange pour cette partie-là. Alors le frein de bouche, moi je le vois régulièrement chez les tireurs, des gens qui arrivent avec des armes, qui ont plusieurs freins de bouche, et puis qui changent systématiquement, et puis après ils vous disent j'arrive pas à régler mon arme. Ben ouais, moi je pars du principe que l'arme il faut toujours tirer avec la même munition, sans changer de marque ni de grain, et toujours avec le même frein de bouche. De cette manière-là, une fois que votre arme est réglée, elle ne se dérègle plus. Si vous commencez à changer le frein de bouche, si vous commencez à changer le type de munition, vous passez, mettons, du 180 grains au 147 ou inversement, ou avec un nombre de grains intermédiaire, à chaque fois vous serez obligé de recaler votre lunette. Moi j'ai le remarqué, lorsqu'on change de munition, ben, il faut systématiquement régler sa lunette. Voilà. Hop là. Et maintenant, on va passer à l'arme elle-même. Je vais enlever la boîte. On va mettre le socle en place. Et là, je vais recaler la caméra. Voilà, alors franchement, elle est magnifique. Donc elle est couleur brown bicolore. Alors sur les photos, j'ai été un petit peu dubitatif. Lorsqu'on voit par exemple les armes de chez Sabati, Sabati peint le canon également de la même couleur que le châssis. Donc pour les armes noires, c'est du full black. Pour les armes brown comme celle-là, enfin la couleur qu'ils appellent tan ou brown, le canon est peint de la même couleur. Donc j'ai été un petit peu dubitatif. Finalement, quand c'est arrivé et en sortie de boîte, le bicolore est assez joli. Au niveau de cette arme, alors vous avez deux versions. Vous avez la version avec la poignée pliante et la version avec la poignée, la crosse pardon, pliante et la version avec la crosse fixe. Moi j'ai fait en sorte de prendre la version avec la crosse pliante. Vous allez comprendre pourquoi, parce que j'avais le même problème sur le Mossberg. C'est le déculassage de l'arme. Alors ici il y a un bouton unique et le mécanisme est vraiment de très très bonne qualité. On appuie et hop là, la crosse est repliée. Repliée et bloquée. Voilà. On rappuie. Alors, il faut bien appuyer pour débloquer la crosse. Donc j'ai tellement peur de l'abîmer, de la rayer, que je la manie avec précaution. Voilà. Alors, pourquoi je vous ai dit que c'est mieux d'avoir une crosse pliable, ça va être beaucoup plus rapide, vous allez comprendre pourquoi. C'est que voilà ce qui se passe. Comme beaucoup d'armes, on ne peut pas rentrer la culasse parce qu'elle touche ici le busc. Alors vous avez deux solutions. Soit vous déréglez le busc pendant le tir pour pouvoir le remonter et hop, introduire du bon côté la culasse. Voilà. Hop, donc c'est un peu chiant. Soit ici vous repliez la crosse pour pouvoir rentrer la culasse beaucoup plus facilement. Voilà, là ça va rentrer
sans souci et vous refermez votre crosse. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsqu'on est au stand de tir et qu'il faut aller aux cibles, vous devez forcément neutraliser votre arme, c'est la règle. Donc soit vous mettez ce qu'on appelle le drapeau, soit moi j'ai l'habitude, parce que j'ai pas de drapeau, j'ai un bout de câble de débroussailleuse, hein, ça fait l'affaire, c'est pareil. Soit j'ai l'habitude, moi plutôt, de retirer la culasse et de la poser à côté. Voilà, au moins je suis tranquille et pas de souci avec ça. Donc retirer la culasse à chaque fois s'il faut dérégler le busque, c'est pas merdant. Voilà, donc c'est l'intérêt de la poignée qui se plie. Pour le transport, si vous prenez la baloche qui va bien ou le sac de transport qui va bien, vous n'êtes pas obligé de la replier, mais vous pouvez également effectivement la replier. Si vous avez une valise qui n'est pas assez grande, ça vous évite d'en acheter une autre. Voilà, en tenant compte que une fois replié, ça fait 10 bons centimètres d'épaisseur. D'ailleurs, en parlant de centimètres, on va mesurer cette arme. Alors, on est à 112 cm en longueur ouverte avec le bouchon normal, sans frein de bouche, puisqu'avec le frein de bouche, il faut rajouter, qui est quand même assez balèze, 5 bons centimètres. Et on est, une fois replié, à 85 cm hors frein de bouche. Et effectivement, je ne me suis pas trompé, 10 bons centimètres. La crosse repliée en épaisseur. Il faut rajouter encore, si vous laissez la culasse en place, 4 cm. Ça ferait 14 cm au total, une fois la crosse repliée. Voilà. Ça, c'est pour les dimensions. Le poids fabricant est de 5 kg 100 pour l'arme à vide. Voilà. Elle est équipée d'un chargeur. Alors, j'ai pas trouvé... le chargeur, il n'y en a qu'un dans la boîte. Hein. Enfin, dans ce pack, il n'y a qu'un seul chargeur. Donc, et ça doit être en théorie un chargeur 10 coups, puisqu'elle est vendue avec un chargeur désigné pour 10 coups. Maintenant, c'est écrit nulle part. Voilà. Est-ce que c'est écrit sur la boîte? On va vérifier. Non, c'est écrit nulle part. Par exemple, chez Sabati, c'est des chargeurs 5 coups. Alors, pourquoi je vous précise le nombre de balles dans le chargeur? Enfin, du moins, j'essaie de vous préciser. J'ai pas de munitions pour pouvoir essayer, malheureusement. Je ne les ai pas encore reçues. Tout simplement parce que s'il y a une chose dont j'ai horreur, ce sont la façon de tirer où on met le chargeur, on déculasse et puis on met les cartouches une par une. J'ai horreur de ça. Moi, je remplis mon chargeur et je tire avec le chargeur lui-même, ce qui permet d'avoir un travail optimal de la carabine, et non pas lorsqu'on voit certains tireurs qui mettent la balle, si la balle est mal mise, ils commencent à forcer sur la culasse, je trouve ça nul. Donc voilà, le chargeur est fait pour, et il faut l'utiliser. C'est mon avis perso. Au niveau du mécanisme, une très très grande fluidité, et surtout, on a un jeu, vous voyez, qui est quand même assez limite, là où sur le Mossberg j'avais beaucoup plus de jeux que ça. Alors le jeu, c'est pas un défaut de fabrication, contrairement à ce qu'on croit. Vous verrez sur beaucoup d'armes, au niveau de la culasse, des stries qui sont faits. Alors ces stries servent, comme toutes les armes théoriquement désignées en armes militaires, on va dire, tout comme les AR-15 et autres, l'arme doit fonctionner. Si elle a de la boue, de la terre, du sable ou quelque chose qui s'introduit dans la culasse, il faut qu'elle puisse tirer. Donc les stries servent à pouvoir fermer la culasse même si ça force un peu et pouvoir tirer quoi qu'il arrive.
Après, on n'est pas sur une arme de guerre vendue à l'armée, donc automatiquement la culasse reste lisse, ce qui n'est pas gênant. Voilà. Par contre, sur le Mossberg, la culasse est striée, et ici à ce niveau-là, j'avais vraiment beaucoup plus de jeu. Sur une arme neuve, c'était un petit peu déconcertant, mais bon, après on s'y habitue, ça ne gêne pas au fonctionnement. C'est fait pour. Voilà. Ici, ben, vous dévissez l'embout. Hop là. Pour mettre l'accessoire de votre choix. Donc un silencieux, un frein de bouche, les silencieux ça sert à rien. Je vois pas trop l'intérêt. D'abord ça coûte cher. Et puis ensuite, pourquoi mettre un silencieux quand vous allez au stand de tir? Puisque le tireur d'à côté n'en a pas. Donc vous êtes quand même obligé de mettre votre casque et vous avez le même taux de bruit. Alors le silencieux c'est plus pour le fun qu'autre chose je trouve. À part si vous tirez dans la nature, mais bon, ici en France, tirer dans la nature comme le font les Américains, il faudra qu'on me dise où on va, parce que le seul endroit où vous avez le droit de tirer dans la nature, c'est sur vos terres. Donc si vous êtes propriétaire de plusieurs hectares, vous pouvez tirer sur vos terres, mais si vous n'êtes pas propriétaire, vous ne pouvez pas aller tirer sur les terres d'un autre. Voilà, c'est comme ça. Alors, on va un petit peu décomposer la carabine. Alors déjà au niveau qualitatif, elle est vraiment, vraiment magnifique. Ici, le rail Picatinny va jusqu'au bout. Donc la partie noire, qui est un rail à part, hein, vissé sur le boîtier, lui est défini pour installer la lunette. Et la partie avant est définie pour installer un accessoire tactique ou autre à votre convenance. Voilà. Alors on va partir de la droite vers la gauche. Ici on a le busque, donc le busque qui est bien rembourré avec de la mousse caoutchouc. Je vais agrandir un petit peu. Ici on peut régler l'appui d'épaule de haut en bas. Alors pour ça il y a un petit trou ici sur le côté, c'est vraiment un petit trou, on ne voit pas. Quel outil ils utilisent? Sûrement un des trois outils. Voilà, c'est celui-là. Donc là, vous desserrez. Bon, moi, je ne vais pas le faire pour ne pas le dérégler. Quoique. Et là. Voilà. Alors bon, ça, une fois de plus, c'est quelque chose que perso, je n'utilise jamais. Pas trop d'intérêt. Pour moi, dans mon cas, hein, pour ma morphologie. Alors le petit trou, là, il est là, donc là, il faut... Voilà. C'est caoutchouteux. Donc voilà le but de cet outil. Hein. Peut-être qu'il sert sur d'autres vis, on verra plus tard. Voilà. Donc ça se règle. Ici, vous pouvez régler le busque. Donc, de haut en bas, en avant, en arrière. Là, par contre, ça se fait sans outil, en desserrant ces deux vis. Bon, ça, pareil, c'est une partie, lorsqu'elle est réglée par rapport à la lunette, honnêtement, vous n'avez plus besoin d'y toucher. Enfin, pour moi. Ici, elle est pourvue d'un rail Picatinny. Donc, rail Picatinny qui sert à mettre un monopode. On le voit ici. Donc, un monopode ou un autre accessoire. Bon, à part un monopode, je ne vois pas ce qu'on pourrait mettre d'autre, mais c'est un jamais. Voilà. Mais elle en est pourvue. Ici, vous avez un anneau de grenadière double. Donc, il est de ce côté et de ce côté. On le voit ici. Et il est doublé de ce côté pour mettre une sangle d'un côté ou de l'autre. Là, vous avez donc la pliure de la sangle, de la crosse, pardon. Je mélange tout, la pliure de la crosse. Et ici, vous avez des anneaux de fixation. Alors, c'est normalisé, a priori. Des anneaux de fixation, ça doit être pour une sangle unique que vous mettez et que vous transportez l'arme, le canon vers le bas, sûrement la crosse repliée. Bon, c'est en place, c'est pas très utile à mon avis, mais bon, c'est en place. Donc ça y est, ça fait partie de l'arme.
ici sur la poignée, alors là c'est un petit peu malin parce qu'il faut un outil quoi, hein, pour l'ouvrir. C'est pas tip-top je trouve. Hein. Hop, voilà. Vous avez un compartiment pour y mettre, écoutez, les clés à laine peut-être, si c'est assez grand. Ouais, ouais. Sans plus, hein. Voilà. Bon, c'est pas le top. Et puis ce qui est malin, c'est qu'une fois que vous avez mis les outils dedans et que vous l'avez refermé, vous n'avez plus d'outils pour l'ouvrir. Bon, je dis ça, je dis rien quoi. Hein. Voilà, enfin bon, c'est d'une utilité relative quoi. Hein. Je vois pas ce qu'on peut mettre là-dedans. Je sais même pas si une balle ou deux au cas où vous seriez en panne pourrait rentrer dans la crosse. Faudrait essayer en fonction de la longueur. Alors la culasse. Alors, oh, la détente. Très douce, très douce. Vous avez une bonne garde avant le tir. Et la détente, je crois qu'elle est réglable. Mais là, telle qu'elle est réglée là, elle est très douce. Donc, à mon avis, elle doit être réglée aux alentours des 600 ou 700 grammes, pas plus. Donc, très agréable. Très agréable. Alors, au niveau de la culasse, je vais vous le faire voir. Alors, pour la sortir, vous voyez, dans le problème, je suis obligé là de remonter le busque. Le temps que je vous fasse voir. Donc la culasse est munie ici d'un point rouge. Donc ce point rouge, lorsqu'on tire, il est fixé sur le percuteur et lorsqu'on tire, il y rentre. Donc ça vous prévient que l'arme est en prise et peut tirer. Avec le busque, c'est un peu chiant. Voilà. Et l'arme est équipée, bien sûr, ici, de la sécurité. Voilà. La sécurité qui bloque le tir. Alors, il y a ici un petit bouton. Un petit bouton là ici qui est lié à la sécurité. Je n'avais jamais vu ça, donc il faudra que je regarde ce que c'est exactement. Bon, d'une manière ça n'empêche à rien, c'est lié à la sécurité. Donc ici point rouge, vous pouvez tirer. Point rouge ici, point rouge sur la culasse. Ici, l'arme est en sécurité. Voilà. Donc les deux sont liés. De ce côté, vous avez le bouton d'éjection de la culasse où il vous suffit d'appuyer hop pour sortir la culasse. Pas besoin d'appuyer dessus pour la remettre. Alors le système, lorsqu'on ouvre un ferme, il est relativement ferme, je dirais, c'est très agréable, sans être dur bien sûr. C'est pas un truc mouligasse, on dira, c'est là qu'on voit quand même la qualité des produits Tikka. C'est lorsqu'on manie cette partie-là, ouais, c'est voilà, des fois c'est brinque-ballant sur certaines armes. Là c'est vraiment tip-top. Le chargeur avec l'éjecteur ici qui est ambidextre, droitier ou gaucher, hein, il est répercuté par deux, tout comme l'anneau de grenadière. Donc
on appuie, et le chargeur qui lui est métallique et plastique. Voilà. Et alors qu'il doit falloir, si vous vraiment vous voulez le démonter pour nettoyer, pour les fous du nettoyage, vous êtes à mon avis obligé d'avoir une chasse-goupille pour le sortir ici, lever le morceau et remettre le bas. Sous réserve que ça ne soit pas serti, je n'arrive pas à voir. Mais il semble qu'il faille un chasse-goupille. L'enclenchement est relativement doux. Allez, on tourne un peu la caméra pour la partie avant. Alors, toute la partie avant, comme je vous ai dit, est un rail Picatinny qui vient jusqu'au bout. Et tout le pourtour du fût qui se trouve à cet endroit-là sont des fixations M-Lock. Donc sur le côté et sur le dessous. C'est là que cette pièce qu'on vous a fournie et que je vous ai fait voir au début, donc c'est un anneau de grenadière de type M-Lock. Donc soit vous le fixez en dessous, soit vous le fixez sur le côté, je vois pas le trou, voilà, vous êtes en fixation M-Lock. Alors, étant donné que l'anneau est de chaque côté, l'anneau de grenadière, lorsque la crosse est ouverte et bloquée, vous avez plutôt intérêt à le mettre sur le côté pour avoir une fixation latérale. Si vous repliez la crosse, vous pouvez encore le fixer ici et sur l'anneau, le double anneau qui se trouve au centre, lorsque votre crosse est repliée, pardon, je vais arriver à le dire ou pas, ou le mettre en dessous à votre choix. Pour mettre un bipied, vous avez deux solutions sur les fixations M-Lock, soit vous reportez un rail Picatinny avec fixation M-Lock, c'est jouable, soit vous avez des bipieds qui sont directement en fixation M-Lock. Voilà. Perso, le bipied me pose un problème parce que j'ai pas encore réussi à trouver ce qui me convient. J'ai pas mis d'un bipied ordinaire, je voulais un bipied type F-Class ou Atlas, un des deux. Mais franchement, entre 4 et 500 € le bipied, je trouve ça relativement violent, quoi. Donc, je vais peut-être en faire une fabrication maison, je vais voir. Je pense que dans l'immédiat, pour le réglage de l'arme, je vais tirer donc sur ce socle que j'ai fabriqué moi, hein, que j'ai fabriqué avec un cric de bagnole, hein, rien de bien compliqué. Voilà. Et avec ça, après, par la suite, je verrai si je fais fabriquer un bipied. Il faut que je trouve une pièce de démarrage ici qui s'adapte sur du M-Lock. Donc, je vais sûrement la faire usiner, comme je le fais à mon habitude. Voilà. Alors, je pense vous avoir tout dit sur cette arme. C'est vraiment une arme plus que magnifique, quoi, hein. Voilà. Pour le tir à longue distance, elle est vraiment superbe. Et lorsqu'on la touche, qu'on la prend en main, la seule chose qu'on ressent, c'est une très bonne qualité. Voilà. Juste en ce qui concerne la couleur tan, là j'y fais très attention parce qu'elle sort de boîte à l'instant, mais est-ce qu'avec le temps ça se raye comme une voiture? Il faut voir. Il n'y a pas vraiment de référence sur cette couleur. Vous remarquerez que cette couleur tan, qu'ils appellent tan, est différente selon les versions des armes, selon les fabricants et selon les pays. C'est-à-dire que j'ai vu des Tikka comme ça, vendus aux États-Unis, où elles tirent plus vers le marron orange que vers le marron tout court, ou le kaki. Voilà, là on est sur une version qui tire un peu plus sur le kaki, donc je pense mettre le même support que sur la FX, c'est-à-dire un support monobloc déporté pour la lunette, qui lui également va être de couleur tan, mais ça ne sera pas un tan vraiment assorti, je pense pas. Donc bon, c'est pas dramatique, hein, c'est pas dramatique. Maintenant, voilà en ce qui concerne cette couleur. Donc comme je vous ai dit au démarrage, j'avais peur que ça soit un petit peu de mauvais goût d'avoir du bicolore. Finalement c'est assez joli, bien qu'on ne va pas partir à la guerre avec, hein, donc c'est pas utile qu'elle soit recouverte avec des fausses feuilles et tout, c'est uniquement pour vous faire joli, quoi, hein. Voilà.
Donc voilà pour cette ticket. Alors, entre-temps, alors moi sur le Mossberg, je tirais, là je vous fais une petite aparté rapidos de ce que je viens de commander. Sur le Mossberg, je tirais les munitions triple G, qui sont les munitions OTAN, en 147 grains. J'étais parfaitement satisfait de cette munition. Et là, j'ai choisi de passer sur une marque que j'adore, qui est Cellier Bello. Les Cellier Bello en 180 grains, qui sont à peine plus chers. Donc je vous ferai un retour là-dessus. Je ne les ai pas encore reçus. En ce qui concerne la lunette, je vous la présenterai également, puisque j'ai choisi une lunette de chez Bushnell. Puisque, une fois de plus, l'armurier où j'ai pris cette arme, qui était en promo, faisait également une promo sur les lunettes. Et je l'ai payé 100 €, à peu près 100 € de moins par rapport à ses concurrents. Donc je vous la présenterai également, elle va arriver ces jours-ci. Voilà. Donc là-dessus, je pense vous avoir dit tout ce que je pouvais vous dire, vous avoir présenté tout ce que je pouvais vous présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors parmi vous, ceux qui suivent ma chaîne, me demandent à quel moment j'ai tiré avec la FX. Alors je vais vous dire honnêtement, depuis que j'ai acheté la FX, et ça fait très très longtemps, ça fait presque un an maintenant, voire plus, j'ai pas encore eu le temps d'aller tirer avec. Voilà. Donc celle-là, j'espère que je vais trouver plus de temps pour y aller, y compris pour la FX, et reprendre également le tir avec la 22, puisque j'ai également une CZ 555 avec laquelle je ne tire plus depuis longtemps, faute de temps. Voilà, donc je vais essayer de reprendre tout ça. Bien évidemment, je continue le tir à la catégorie B assez régulièrement. Voilà, donc par contre, tout ce qui est calibre 12, pour le moment, ben, c'est dans le coffre, et puis c'est en attente d'avoir le temps d'y aller, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, je fais beaucoup de construction, vous l'avez vu sur ma chaîne. Voilà, donc pour tous les tireurs impatients, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Dans le prochain numéro, je vous ferai la présentation et le montage de la lunette pour qu'on puisse faire un petit peu le point là-dessus. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et sur ce, bonne journée à tous.